Alors Dominique, on avait fait une première vidéo où on posait la question, est-ce le bon moment de vendre? Donc là, je vais te poser la question dans le sens inverse, est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Alors évidemment, ça semble être le pendant de cette vidéo, est-ce le bon moment pour vendre? Mais ce n'est pas aussi simple parce que on a vu les vendeurs vendent par nécessité dans la plupart des cas. Les acheteurs achètent par choix. L'acheteur peut toujours différer son achat. Alors qu'est-ce qui fait que, parce qu'il achète, parce qu'il y a un changement de situation familiale, il y a un agrandissement de la famille ou il y a une séparation, les gens n'achètent pas forcément tout de suite. L'acheteur peut différer son projet d'achat, toujours. Donc il achète par choix. Donc le bon moment, est-ce le bon moment pour acheter? Eh ben, c'est la grande question parce que l'acheteur est toujours face à une situation. Si j'attends, est-ce que les prix vont monter? Auquel cas, il faut que je me dépêche d'acheter maintenant. Si j'attends, est-ce que les prix vont baisser? Et auquel cas, c'est super intéressant d'acheter plus tard et d'attendre. Mais pendant combien de temps attendre? Parce que est bien malin celui qui sait quand les prix vont s'arrêter de baisser et quand ils vont remonter. Et je vois régulièrement des acheteurs qui disent « Ah, on aurait dû acheter là parce que depuis les prix ont monté ». En 2020, avant la crise du Covid, on était à un prix moyen dans chaque ville et on pensait, parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer, on pensait que l'immobilier allait dégringoler et que beaucoup d'agences allaient fermer. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. Il y avait le directeur, le patron de la Flame qui avait fait un article qui était paru dans Capital qui disait « Avec le Covid, 30% des agences vont fermer ». Et j'en ai fait une vidéo. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Après le Covid, les prix se sont envolés, tout le monde voulait acheter. Alors, il y avait aussi beaucoup de biens à vendre parce qu'il y a des couples qui ont divorcé après le Covid et qui ont mis leurs biens en vente. Et il y a eu beaucoup d'acheteurs. Donc, ça veut dire que ceux qui disaient « J'attends que les prix baissent, j'achèterai après », ils se sont retrouvés face à une situation où les prix ont explosé partout. Et donc, en 2021, il y a des acheteurs qui disaient « J'aurais dû acheter en 2020 ». Et maintenant, ils se disent « Tiens, je vais attendre, là les prix sont en train de baisser, je vais attendre qu'ils continuent à baisser ». Mais c'est très dangereux parce qu'on ne sait pas s'ils vont continuer à baisser. Et le meilleur moment pour acheter, c'est le moment où on le décide parce que on parle d'investissement immobilier, on parle d'investissement locatif. Dès lors qu'on a notre achat qui est un investissement locatif, qui est payé par les loyers du locataire, mais ça sert à rien d'attendre parce que les loyers ne vont pas bouger comme ça aussi vite que les prix de vente des biens. Donc ça veut dire que si je veux acheter maintenant pour faire de l'investissement locatif, maintenant c'est le moment. Attendre, c'est toujours hasardeux parce que je vois beaucoup plus souvent des acheteurs qui regrettent de ne pas avoir acheté il y a 6 mois ou il y a 1 an, plutôt que d'acheteurs qui disent j'ai bien fait d'attendre. Parce qu'on ne sait pas de quoi le marché va être fait. Quel est l'avantage de l'augmentation des taux d'intérêt pour les acquéreurs? Il y a 2 avantages en fait. L'avantage de l'augmentation des taux d'intérêt pour les acquéreurs, c'est que mécaniquement, ça leur permet de négocier les prix des biens qu'ils vont acheter parce qu'ils vont emprunter l'argent plus cher. Et donc forcément, quand les taux d'intérêt montent, les acheteurs n'ont pas plus de moyens. Donc à mensualité égale, ils vont pouvoir rembourser moins de crédit parce qu'il y aura plus d'intérêt. Les taux d'intérêt qui montent, mécaniquement, ça tire le prix des biens en vente vers le bas. Donc les taux d'intérêt qui augmentent, ça permet à l'acheteur d'acheter moins cher. Mais le deuxième avantage, c'est le deuxième effet qui se coule. Le deuxième avantage, c'est que l'investisseur, donc l'acquéreur, va avoir plus d'intérêt à déduire de son revenu foncier. Revenu foncier, il encaisse des loyers, il peut déduire évidemment le prix des travaux des loyers encaissés, mais il peut en même temps déduire les intérêts payés. Donc, il va avoir moins de bénéfices sur les loyers, il va payer moins d'impôts. Donc, un taux d'intérêt élevé n'est pas un problème pour un investisseur, c'est un problème pour quelqu'un qui achète sa résidence principale parce qu'il va payer plus cher, il va payer plus d'intérêts qui seront perdus pour lui. Mais pour l'investisseur, les taux d'intérêt ne sont pas perdus parce qu'ils vont lui permettre de minorer le bénéfice qu'il va encaisser sur le montant de ses loyers et donc payer moins d'impôts. Donc, le taux d'intérêt qui augmente, en définitive, pour les investisseurs, c'est pas du tout un problème. Je dirais presque que c'est un avantage. La difficulté en contrepartie, c'est peut-être la difficulté d'obtenir un crédit. Mais un taux d'intérêt élevé n'a jamais été un obstacle pour les investisseurs. À 4% de taux d'intérêt, c'est pas un problème pour un investisseur, ou plutôt, ça ne devrait pas l'être. Tout à fait. Parce que ça nous ramène à 25 ans en arrière ou 30 ans en arrière, quand on empruntait à 6, 7, 8%, on empruntait quand même parce que les intérêts qu'on payait, c'est vrai qu'en début de remboursement de crédit, c'est énorme les intérêts qu'on paye, mais on vient les déduire des loyers encaissés. Donc pour l'investisseur, c'est pas du tout un problème. Et là, c'est la thématique de cette chaîne, c'est l'investissement. On parle pas de l'achat de la résidence principale parce que là, ça peut devenir un problème parce que les taux d'intérêt, c'est ce qu'on perd, sauf quand on est investisseur et qu'on les récupère. Donc je vais passer sur la question suivante. Donc
que pouvez-vous négocier? Alors, ce qu'on peut négocier quand on est investisseur, il y a plein de choses qu'on peut négocier. Mais il y a une chose principale à mes yeux, c'est que mieux encore que le taux d'intérêt qui augmente, il y a des investisseurs qui n'aiment pas payer les taux d'intérêt parce qu'ils n'ont pas forcément compris le mécanisme qui leur permet de déduire les intérêts des loyers encaissés. Mais du coup, c'est le moment peut-être de payer au comptant en négociant le paiement au comptant, en disant « moi, je paye au comptant, j'ai pas de conditions suspensives d'octroi de crédit, donc je paye au comptant. » Donc c'est une possibilité de négocier. On échangeait également sur ce sujet. Toi, tu as pas mal d'idées aussi sur ce qu'on peut négocier lors de l'achat d'un bien. Tu es dans la peau de l'acquéreur, qu'est-ce que tu négocies? Alors, tu as plusieurs choses envisageables en termes de négociation avec un vendeur. Premièrement, ce que tu peux mettre en place avec lui pour une stratégie éventuelle vis-à-vis de la banque, ce serait de mettre en place un acte en main. L'interprétation du banquier ou de l'interlocuteur de manière générale que tu vas avoir en face de toi, il se peut que on va te dire, bon ben voilà, on vous demande 10% d'apport personnel qui représente du coup ces fameux 10% de frais de notaire qui sont en réalité plus ou moins à 7,5%, mais disons que la moyenne du banquier, le calcul du banquier, c'est sur une base de 10%. Les frais de notaire, il faut les avoir en apport de toute façon, plus 10% du montant de la somme du bien. Donc ça fait les frais de notaire plus 10%. Voilà, souvent. donc, par exemple, moi, ma banque, c'est pas ça, tu vois, c'est genre juste 10%. Mais c'est vrai que je suis allé une fois contacter la Banque Populaire et eux, ils m'ont demandé, alors là, c'était assez marrant, ils m'avaient demandé 10% de frais de notaire, 10% qui correspondant aux frais à l'apport personnel et 10% pour les frais d'agence, ce qui ramenait le total à 30%. Donc je suis pas parti avec eux sur ce projet-là, mais je sais que c'est encore une fois une histoire d'interlocuteur. Pour revenir à la question initiale, qu'est-ce que tu peux négocier avec ton vendeur? C'est ce fameux acte en main qui te permettrait, suivant l'interlocuteur que tu vas avoir, la possibilité d'avoir un financement éventuel à 110%. Je l'avais fait une première fois avec la caisse d'épargne. La caisse d'épargne, quand je leur avais proposé du coup, je leur avais gentiment dit que du coup, il n'y avait pas de frais de notaire étant donné que c'était le vendeur qui les prenait à sa charge et c'est assez simple à mettre en place. Tu as simplement à monter le prix de la vente incluant les frais de notaire. Voilà, tout simplement. Et donc du coup, en fait, c'était passé sans aucun problème avec la caisse d'épargne. J'ai eu aucun souci. Ils m'ont fait du coup un prêt à 110%, pas tout à fait, parce que dans la simulation, j'avais quand même un petit quelque chose à payer. C'était, si je dis pas de conneries, 63 centimes. Ah oui, quand même. Et j'avais d'ailleurs négocié un différé en parallèle. Mais bon, ça c'est. Donc du coup, tu as l'acte en main qui est possible de mettre en place. Tu auras d'autres possibilités également, comme par exemple, qu'est-ce que tu pourrais avoir? J'ai parfois des clients qui disent écoutez, on négocie pas le prix, mais on va négocier le délai. Un délai normal pour rentrer dans les lieux entre la signature du compromis de vente et la signature de l'acte authentique, c'est à peu près 3 mois. Et il y a des clients qui disent on négocie pas le prix, mais on aimerait rentrer dedans que dans 6 mois. Or, parfois il y a des vendeurs qui sont pressés. Donc négocier 3 mois pour un vendeur, 3 mois supplémentaires, ça peut être énorme. Et donc ça se négocie aussi régulièrement. Et c'est avantageux du coup pour les vendeurs parce qu'ils obtiennent le montant qu'ils veulent. En contrepartie, ils lâchent quelques mois de délai. Ouais, puis après tu peux aussi avoir la fameuse réduction entre guillemets du tarif en mettant en avant le fait que tu peux disposer des fonds sans faire un apport spécifique. Donc ça tu peux le mettre en avant aussi. Tu peux également disposer éventuellement d'un accord comme avoir les clés à l'avance pour d'éventuelles visites, d'éventuelles prises de côte ou ce genre de choses par rapport à ton vendeur. Moi personnellement, à titre perso, j'avais même une fois déjà engagé des travaux. Donc on avait parlé en off d'un de mes appartements. Je vais te parler encore d'un autre appartement où j'avais pu réceptionner les clés également à l'avance, où j'ai pu faire le débarrassement de tout ce qui était entreposé dans l'appartement avant de signer l'acte authentique. Je sais que c'est quelque chose qui est plus ou moins risqué, étant donné que j'avais mis les clauses à ce sujet. Je me sentais couvert par rapport à ça. Le vendeur, il avait l'air correct. C'était une personne d'un certain âge. Je vois pas trop ce qu'il aurait éventuellement pu contredire sur ce qu'on avait prévu. Alors le danger ne vient pas tellement du vendeur, mais plutôt de l'acquéreur, parce que c'est très dangereux pour le vendeur, pas pour l'acquéreur. Pour l'acquéreur, c'est avantageux d'avoir les clés avant la signature de l'acte authentique, dans la mesure où il peut commencer théoriquement les travaux. En étant couvert par une clause signée chez le notaire, les notaires n'aiment pas parce qu'il y a une responsabilité derrière ça. L'acquéreur qui commence les travaux avant
que l'acte authentique soit signé, il peut découvrir des surprises et se échanger d'avis en disant bah, écoutez, moi j'achète plus, ou alors j'exige une remise parce que là j'ai abattu un mur, il y a la maison qui s'est effondrée. Une fois que l'acte authentique est signé, l'acquéreur est chez lui. Avant que l'acte authentique soit signé, l'acquéreur n'est pas chez lui, il est chez le vendeur. Et c'est source de litige potentiel. Même quand les gens s'entendent bien, parce que là, il n'est pas question d'entente entre les personnes, c'est une question de bâtiment. Et parfois, quand on fait de la rénovation, on a des surprises derrière les tapisseries, derrière les murs, qui ne sont pas forcément connues du vendeur, mais ça peut pousser les acquéreurs, à changer d'avis ou à renégocier parce qu'il y a une découverte. Ah ben oui, vous m'aviez dit qu'il y avait une fosse, qu'il y avait du tout à l'égout, or je découvre qu'il y a une fosse septique, alors qu'il y a un diagnostic. C'est le diagnostiqueur qui engage sa responsabilité, mais c'est le genre de surprise qui, à la marge, arrive et là, c'est source vraiment de litige. Donc moi, je déconseille de toute façon toujours de commencer les travaux et d'avoir les clés avant la signature de l'acte authentique. C'est plus un risque pour le vendeur que pour l'acquéreur, mais je sais que parfois ça peut se négocier. Alors, pour finir sur ce sujet, tu as effectivement des risques vis-à-vis de ça, mais il ne faut pas oublier aussi une chose, à mon sens, une personne qui, donc en tant qu'acquéreur, qui réceptionne les clés à partir de l'acte authentique, s'il fait une dépose d'une tapisserie et qu'on se rend compte qu'en fait le mur était complètement pourri, complètement moisi, qu'en fait il y avait un dégât des eaux, etc., tu as la fameuse procédure du vice caché qui peut être mis en avant, et l'un dans l'autre, que ce soit fait avant l'acte authentique ou après, c'est un droit qui est envisageable avant la signature et après la signature, à moins que je me trompe là-dessus, mais de ce que je sais, tu peux à n'importe quel moment faire appel à un vice caché si effectivement c'est le cas. Alors il y a deux choses, soit le vendeur l'a dissimulé volontairement, auquel cas il engage sa responsabilité, mais si c'est un vice caché que personne ne pouvait connaître, le vendeur n'y est pour rien. Et c'est là où ça crée des litiges, parce que c'est l'état du bâtiment, il y a des surprises. Le vendeur, et le notaire précise toujours, le vendeur n'étant pas un professionnel du bâtiment, n'a pas sa responsabilité engagée, sauf si volontairement il a dissimulé, ce qui arrive parfois quand il y a des vendeurs malhonnêtes. Mais autrement, le vendeur n'est pas engagé. Par contre, tant que l'acte authentique n'est pas signé, là il y a les acquéreurs qui peuvent avoir envie de changer d'avis. Attendre avant d'acheter, est-ce que c'est une garantie d'acheter moins cher? Attendre avant d'acheter, est-ce une garantie d'acheter moins cher? Bien évidemment non. C'est de la même façon que les vendeurs qui attendent en espérant vendre plus cher. Forcément, d'un côté il y a les vendeurs, de l'autre côté les acheteurs. Les acheteurs qui disent j'attends parce que les prix sont en train de baisser, donc j'attends. Un jour, à force d'attendre, les prix remontent et puis ils ont loupé une affaire. C'est ce qui se passait jusqu'en 2015 quand les prix baissaient entre la crise des subprimes dans certaines villes, entre 2008-2009, dans certaines villes, les prix n'arrêtaient pas de baisser jusqu'en 2015. Après, ils sont remontés tout doucement. Les vendeurs, les acquéreurs disaient j'attends. J'attends parce que les prix baissent, j'attends parce qu'ils attendaient des années alors qu'ils auraient pu commencer à investir et commencer à rembourser du crédit payé par les locataires. Et donc, quand les prix ont commencé à remonter, ils se sont dit non, mais ils ne remontent pas, on attend, les prix vont rebaisser. Si bien que 10 ans après, ils n'ont toujours pas acheté. Donc, acheter en pensant que on va acheter moins cher. D'une part, on peut attendre longtemps parce qu'on pense toujours que demain ça va être moins cher, mais en plus, dans une situation où les taux de crédit augmentent, on va acheter moins cher, mais les taux de crédit vont augmenter, donc ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que il faut acheter quand on décide de faire un investissement parce que c'est le bon moment. Attendre pour acheter, ça voudrait dire qu'il y a une période idéale pour investir. Quel est le meilleur moment pour investir? Le meilleur moment pour investir, c'est quand on le décide, parce que quand on est dans l'investissement locatif, on sait très bien que ce sont les loyers qui vont payer le crédit. Donc, le fait d'attendre, ça nous permet ça nous fait surtout perdre du temps. L'influence déterminante du facteur temps, c'est que quand on achète, on rembourse un crédit sur 20 ans, admettons. Plus on achète tôt, plus on aura fini tôt de rembourser le crédit. Ceux qui ont acheté en 2015 avec un crédit sur 20 ans auront fini de payer en 2035. Ceux qui attendent 2025 pour acheter et avec un crédit sur 20 ans, bon, ils vont attendre jusqu'en 2025, un crédit sur 20 ans va les emmener en 2045. Donc ils auront perdu 10 ans par rapport à ceux qui ont acheté en 2015.